Dans cette seconde et dernière partie sur les menus, nous allons voir tout ce qui reste comme réglage possible sur le Canon R7, en commençant par les réglages d'autofocus, qui est déjà un gros morceau. Allez, c'est parti. Opération AF, c'est le type de fonctionnement de l'autofocus. En on-shot, vous allez viser le sujet, appuyer légèrement sur le déclencheur, il va faire la mise au point va se verrouiller et un cadre vert ou un bip va se faire entendre pour dire que la mise au point est bonne. Quand vous travaillez en servo, en appuyant sur le déclencheur, et tant que vous tiendrez un léger appui sur le déclencheur, l'autofocus va suivre le sujet qui est dans son ou dans ses collimateurs et faire la mise au point continue. Zone AF, vous allez pouvoir choisir le type de collimateur et aussi la surface de travail de ces collimateurs. Bon, quand on travaille sur zone flexible, on va pouvoir paramétrer la zone dans laquelle les collimateurs vont travailler, ou avoir une zone centrale ou une zone centrale élargie avec plus ou moins de collimateurs autour. Et en fonction du type d'autofocus que vous allez sélectionner, si vous prenez un autofocus unique ou un autofocus continu, vous allez favoriser plutôt tel ou tel type de zone de collimateur. Suivi sujet, avec l'apparition ou non du cadre de suivi, vous allez activer ou non un suivi du sujet. Donc dans tous les cas, l'autofocus en continu pourra suivre, mais le suivi sera plus ou moins efficace. Pour faciliter le travail de l'autofocus, ici vous allez pouvoir choisir le type de sujet que vous êtes en train de photographier. Donc il va aller tout de suite plutôt sur le sujet que vous avez sélectionné plutôt que sur une autre forme de mise au point. Par exemple, si vous avez sélectionné les personnes et qu'il y a un arbre à côté, il va en priorité faire la mise au point sur la personne et pas aller chercher l'arbre qui peut être aussi juste au bord du collimateur. Quand vous choisissez personne ou animaux, vous pouvez encore augmenter l'efficacité de l'autofocus en sélectionnant l'œil. De cette façon, la mise au point se fera vraiment sur le visage et au niveau de l'œil, ce qui est important quand on fait du portrait ou de l'animalier, d'avoir un œil toujours très net. Changement de sujet suivi. Si vous avez choisi par exemple les animaux au niveau des réglages autofocus et qu'un autre animal vient se présenter dans le viseur, cette fonction va vous permettre ou de poursuivre le suivi de l'animal que vous aviez dans votre cadre au début, ou de changer plus ou moins rapidement pour passer sur l'autre animal qui vient de rentrer dans le cadre. Voici des exemples en pratique. AF flexible, vous allez pouvoir sélectionner la zone dans laquelle vous allez favoriser la détection de sujets. Donc vous allez pouvoir élargir cette zone, lui donner à peu près la forme que vous voulez. Et une fois que vous avez sélectionné cette zone, vous allez pouvoir la mémoriser dans le 1, le 2 ou le 3. À savoir que l'autofocus sera beaucoup plus performant dans la zone que vous avez sélectionnée. Par contre, ceci ne l'empêchera pas éventuellement de détecter des sujets en dehors de cette zone, mais il sera beaucoup plus lent et moins performant. Voici en exemple le fonctionnement de l'autofocus on-shot. Donc là, j'appuie légèrement sur le déclencheur, je peux déplacer le collimateur avec le joystick. Quand j'appuie et que la mise au point est bonne, le carré du collimateur passe en vert. Et vous voyez, je peux me déplacer sur ma cible. Tant que je tiens le doigt sur le déclencheur, ma mise au point reste au vert, même si le sujet n'est plus dans la même zone de mise au point. Donc ça peut être utile quand on fait du portrait, par exemple. On a le collimateur au centre, on va faire la mise au point sur l'œil, et après on va pouvoir décaler le sujet de façon à ce qu'il ne soit pas en plein milieu de la photo. Je suis toujours en on-shot, mais je vais changer de type de collimateur, donc un collimateur avec plusieurs petits collimateurs autour pour aider à la détection. Et sur le même principe, à partir du moment où j'ai verrouillé la mise au point, je peux recadrer mon sujet et la mise au point reste identique. À présent, je passe en mode servo, c'est-à-dire autofocus continu. Et là, on voit que mon collimateur va suivre le sujet. Donc je fais volontairement des transitions lentes. Et dès que je relâche le déclencheur, à ce moment-là, mon collimateur se réinitialise. À présent, toujours en autofocus continu, je choisis un collimateur entouré de plusieurs petits collimateurs et vous voyez, ça fonctionne sur le même principe.
j'ai un suivi à condition que le sujet soit dans le collimateur au moment où je commence à appuyer sur le déclencheur. Sans ça, l'autofocus ne prendra pas en compte le sujet. À présent, on shot avec zone de collimateur flexible 1. Vous voyez, sur le même principe, à partir du moment où mon sujet a été capté dans la zone que j'ai déterminée, je peux verrouiller ma mise au point et décaler mon sujet tout en ne changeant pas cette mise au point. En mode cerveau, toujours sur une zone flexible, vous voyez là, le sujet est détecté tout de suite. Je peux poursuivre son suivi. S'il est presque sorti de la zone, je peux encore le capter. Une fois sorti de la zone, l'autofocus va mettre beaucoup plus de temps à trouver le sujet pour faire la mise au point. Une fois qu'il rentre de nouveau dans la zone, la mise au point se fait quasi instantanément. En autofocus flexible, je peux ajuster la zone dans laquelle mes collimateurs vont travailler, ma zone de détection de l'autofocus. Je peux avoir une zone très grande ou avec une forme particulière, de façon à ce que quand je cadre mon sujet et qui correspond à cette zone, je puisse avoir une mise au point qui vise uniquement le sujet et pas ce qui peut se passer autour, par exemple des branches quand il y a un oiseau qui est sur la branche et que je suis sur pied ou qu'il y a beaucoup de choses autour et que je ne veux pas que mon collimateur aille chercher autre chose. Donc là je vais adapter la forme de mon collimateur. Pour augmenter les performances de l'autofocus, on peut lui donner une idée de type de sujet qu'on est en train de photographier. Donc là j'ai choisi animaux avec détection de l'œil. Et vous voyez, même si mon collimateur est à l'extérieur, il va retrouver rapidement le sujet que je suis en train de photographier et son œil. Par contre, si je garde la détection du sujet adéquate, mais que j'enlève la détection d'œil, on va voir que là, il va faire la mise au point sur l'ensemble du sujet et plus spécifiquement sur l'œil. Et si en autofocus continu, je désactive le suivi du sujet, et bien mon autofocus va travailler uniquement dans la zone que je lui ai déterminée avec les collimateurs flexibles et il ne prendra en compte le sujet que quand celui-ci rentrera dans la zone. Vous voyez, en dehors de la zone, il ne travaille pas. Dès que je sors de la zone, il perd la mise au point du sujet, il cherche autre chose. Changement du suivi du sujet. Là, on va pouvoir sélectionner la rapidité avec laquelle l'autofocus va pouvoir changer de sujet. Donc en mode 1, vous voyez, il va changer de sujet assez rapidement à condition que le sujet soit bien dans la zone de travail. Détection des yeux, détection du visage. Je passe en mode 2, le mode maximum. Voilà, la détection se fait et immédiatement quand je change de sujet, ou pratiquement, l'autofocus va changer de sujet au niveau de la mise au point. Ensuite, je vais passer en priorité 0. Pareil, je détecte mon sujet et vous voyez là, il va mettre beaucoup de temps avant d'aller chercher l'autre sujet qui rentre dans le cadre. Et encore, il ne va pas forcément aller le chercher. Donc il va rester le plus longtemps possible fixé sur son premier sujet. Petite spécificité des systèmes de détection par reconnaissance de sujet. On voit que le petit personnage qui est à droite ressemble plus à un humain qu'à un animal. Et là, comme je suis en détection animale, l'autofocus a des hésitations malgré la détection d'œil. On voit qu'il ose à peine aller sur le changement de sujet parce qu'il ne reconnaît pas un animal mais plutôt un humain. Donc dans des cas comme ça, il faut quand même être conscient qu'il faut bien choisir le sujet à partir du moment où on fait une détection spécifique. Vous allez pouvoir adapter la réactivité de votre autofocus très finement par rapport au sujet que vous êtes en train de photographier. Donc vous avez plusieurs paramétrages, dont le paramétrage automatique, et tous ces paramètres peuvent être réglés et personnalisés. Vous allez pouvoir changer la sensibilité de suivi ou l'accélération et le ralentissement du suivi à partir du moment où vous avez fait une des sélections sur le type de réactivité. Donc vous allez rentrer dans un menu qui va vous permettre de modifier les paramètres en plus rapide ou en plus lent et en suivi plus sensible ou en suivi moins sensible.
C'est très utile, surtout quand vous avez l'habitude de photographier un type de sujet, vous connaissez bien sa façon de se déplacer. À ce moment-là, vous pouvez créer un module spécifique de suivi autofocus et mémoriser tous ces paramètres autofocus avec ceux qu'on a vus précédemment, par exemple dans un paramétrage personnalisé du type C1, C2 ou C3. Quand on est en mode on-shot, c'est-à-dire la mise au point qui se verrouille et qui ne bouge plus tant qu'on tient le doigt sur le déclencheur, vous avez la possibilité de régler le déclenchement pour que celui-ci se fasse uniquement quand la mise au point est parfaite, ou donner une petite priorité au déclenchement même si la mise au point n'est pas parfaite. En principe, quand on est dans ce mode-là, on va plutôt chercher à avoir une mise au point parfaite avant de déclencher. Aperçu AF, votre autofocus est déjà sous tension, même si vous n'avez pas commencé à appuyer sur le déclencheur. Donc au moment où vous appuyez, la réactivité est beaucoup plus importante, mais d'un autre côté, vous allez consommer beaucoup plus de batterie parce que l'autofocus reste sous tension. Vous pouvez décider de l'action de l'autofocus quand il n'arrive pas à faire la mise au point. Alors simplement parce que le sujet n'est pas assez contrasté ou parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc vous pouvez laisser l'autofocus poursuivre son travail, mais dans ce cas-là, on va entendre l'objectif, le moteur de l'objectif faire des allers-retours et ça peut durer très longtemps. Par contre, vous pouvez lui dire d'interrompre s'il n'a pas réussi à faire la mise au point et à ce moment-là, reprendre la mise au point en manuel par exemple pour pouvoir ajuster sur le sujet qui vous intéresse. Faisceau d'assistance AF. Déjà, ce faisceau ne fonctionne qu'en on-shot. Quand on est en autofocus continu, il n'est pas actif. Vous avez le choix entre le forcer, l'arrêter ou la LED. La LED, c'est ce qui est sur l'appareil photo, ça vous envoie un petit faisceau lumineux qui vous rend et vous visible, qui avertit les gens que vous allez prendre une photo, donc ça manque vraiment de discrétion. Par contre, si vous n'activez pas la LED, que vous avez un flash Canon sur la griffe, à ce moment-là, lui, il va pouvoir envoyer un faisceau infrarouge qui sera quasiment invisible quand vous êtes sur On et qui aidera l'appareil photo à faire la mise au point. Une fonction très intéressante, vous allez pouvoir en mode activé déplacer le collimateur autofocus à partir de votre écran tactile. Même si vous avez l'œil au viseur, le fait de glisser le doigt sur l'écran tactile va positionner le collimateur autofocus où vous voulez. Cette fonction est vraiment pratique et ça vous évite d'utiliser le joystick si vous vous sentez mal à l'aise avec le joystick. S'il y a des zones autofocus que vous n'utilisez jamais, vous pouvez les désactiver. Comme ça, quand vous tournez sur votre menu des zones autofocus, vous avez beaucoup moins de zones à sélectionner et c'est plus facile à accéder. Vous allez pouvoir modifier la sensibilité du déplacement de votre collimateur avec par exemple le pad pour le déplacer plus lentement ou plus rapidement. Vos collimateurs peuvent suivre l'orientation de l'appareil si vous photographiez en paysage, en portrait. Et des fois en portrait, on tient l'obturateur en haut, l'obturateur en bas. Donc là, vous avez toujours le collimateur qui peut suivre votre position. En manuel, on va pouvoir avoir une aide à la mise au point en activant les repères. Niveau élevé, ça va être sur du fort contraste. Niveau faible, ça sera sur du faible contraste. Et on va pouvoir choisir la couleur de délimitation, ce qui va aider à faire la mise au point si les petites zones rouges apparaissent. C'est-à-dire que cette zone-là est nette, contrairement au reste du sujet. Guide de mise au point, ça c'est une fonction vraiment très pratique. Vous allez afficher 3 triangles qui doivent s'aligner quand vous faites la mise au point et que la mise au point est bonne. Donc quand on est en manuel, et ça c'est uniquement en manuel, voilà, on a cette aide à la mise au point et tout passe au vert quand la mise au point est bonne. On peut aussi décaler le collimateur et faire la mise au point sur un autre endroit, sur le même principe, en tournant la bague de mise au point de l'objectif jusqu'à ce que nous soyons tout dans le vert, et à ce moment-là, la mise au point est OK, c'est vraiment super. Quand vous êtes en on-shot, vous avez la possibilité ou non de reprendre la main sur la mise au point. Donc en fonction des choix que vous avez fait, on-shot à activer par exemple,
si la mise au point ne se fait pas, vous pouvez quand même, en tournant la bague de mise au point, repasser pratiquement automatiquement en manuel et compléter le point qui n'a pas pu être réalisé. Sur les optiques qui ont une bague de mise au point électrique, vous pouvez utiliser cette bague pour une autre fonction que la mise au point. Donc vous la passez en focus pour régler la mise au point en contrôle, et quand vous êtes en contrôle, vous pouvez paramétrer, on verra ça un peu plus loin, l'utilisation de cette bague, par exemple pour gérer les diaphragmes, etc. Vous pouvez changer le sens de rotation de la bague pour faire la mise au point. Par exemple, si vous avez des optiques qui vont faire la mise au point en tournant la bague vers la droite, et que d'autres optiques, par exemple Canon, sont en mise au point avancé vers la gauche, vous pouvez inverser de façon à ce que tout votre parc optique ait le même sens de rotation pour avancer ou reculer la mise au point. Toujours sur les optiques récentes, vous pouvez avoir une avance de mise au point liée à la vitesse à laquelle vous avez tourné la bague, ou une vitesse de mise au point qui soit constante, quelle que soit la vitesse à laquelle vous allez tourner la bague de mise au point. Ici, vous allez pouvoir travailler avec les images que vous avez réalisées. Bon, je ne vais pas plus m'étendre sur ce menu. Je pense que tout ce qui est titres sont suffisamment explicites pour qu'il n'y ait pas besoin de rajouter des informations. Vous allez pouvoir traiter vos images RAW pour les distribuer immédiatement avant de rentrer chez vous. Donc, vous allez sélectionner une image ou plusieurs images. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer le traitement en JPEG ou en AIF, ou d'annuler tout simplement le traitement. À partir de là, vous allez retrouver les fonctions de réglage qui sont sur la prise de vue, donc plus ou moins lumineux, changer la balance des blancs, changer le profil couleur, la définition, etc. Et là, c'est une sorte de traitement rapide de vos photos. Et une fois que vous avez trouvé l'équilibre que vous vouliez sur ces images, vous allez les enregistrer en JPEG ou en AIF, et après pouvoir éventuellement les recadrer et modifier, faire un traitement un peu plus poussé. Ces mêmes images, cette fois-ci, vous allez pouvoir les travailler davantage en jouant sur les différents réglages qui sont à votre disposition et qui seront beaucoup plus fins, et passer aussi en monochrome. Vous allez choisir le type de contrôle que vous voulez pour la retouche de vos photos, ou justement traitement RAW contrôle rapide, ou une création assistée avec une aide pour la retouche. Traitez vos images RAW pour qu'elles soient tout de suite exploitables dans le cloud. Grâce à votre téléphone, vous pourrez transférer ces photos entre votre appareil et le cloud. Pour utiliser ces différentes fonctions, il faut avoir sur sa carte des images en JPEG ou en AIF. Et je fais la passe sur ces derniers réglages qui n'ont pas de difficultés particulières et qui ne sont pas directement liés à la prise de vue. Affichage des informations de lecture. Donc après avoir pris la photo, vous pouvez passer en mode lecture photo et afficher un certain nombre d'informations. Vous pouvez aussi supprimer certaines informations qui ne vous sont pas utiles. Voilà, à tous les coups qu'on appuie sur la touche info, vous faites défiler certaines informations, et après avec le haut et le bas sur le pad, vous pouvez voir tout ce qui concerne la prise de vue. Donc ça peut être très utile pour pouvoir faire la photo suivante et rectifier les problèmes éventuellement rencontrés. Une alerte de surex à l'emplacement de la surexposition, vous allez avoir un signal clignotant, dans ce cas-là au niveau du soleil. L'affichage des collimateurs, donc ça va vous indiquer où l'autofocus a fait la mise au point au moment où vous avez déclenché. Et à présent le quadrillage pour vous aider à vous repérer et être sûr d'avoir une photo qui est équilibrée. Vous allez pouvoir activer la sortie HDMI de votre appareil photo de façon à pouvoir visualiser les photos prises sur votre ordinateur sous forme de diaporama par exemple. Là on retrouve tous les menus liés à la communication de votre appareil photo, que ce soit en Wi-Fi, Bluetooth, vous pouvez le relier à votre smartphone, à une télécommande, à une imprimante, protéger en cas de déplacement dans un avion, paramétrer le Wi-Fi, le Bluetooth, paramétrer le GPS si vous avez un module GPS. Gestion des fichiers sur la ou les cartes mémoire.
vous pouvez séparer l'enregistrement photo vidéo, vous pouvez avoir un enregistrement standard, changer de carte automatiquement quand elle est pleine, aussi bien pour la photo que pour la vidéo, et choisir l'ordre de lecture de vos cartes à partir du moment où vous en avez deux dans l'appareil photo, et si vous voulez lire la vidéo ou la photo en priorité. Et vous pouvez réattribuer un numéro de dossier. Vous choisissez ici si votre numéro de fichier de photo se poursuit par rapport aux dernières photos réalisées ou si vous remettez le compteur photo à 0. Mais attention, en remettant le compteur à 0, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec plusieurs photos qui auront le même numéro. Vous pouvez changer les noms de fichiers, RAW, JPEG, si vous avez plusieurs appareils photo identiques, comme ça individualise vraiment chaque prise de vue sur le matériel que vous avez. Le formatage de la carte va vous permettre d'avoir une carte propre, parce que quand on efface, au bout d'un moment, il reste toujours des fichiers résiduels, et il est conseillé régulièrement de formater sa carte pour la performance de l'appareil photo. L'affichage de la photo se fera dans le sens de prise de vue. Par exemple, si vous avez pris une photo en portrait, au moment de la regarder sur l'écran de l'appareil photo, elle fera une rotation de façon à se retrouver sur la hauteur et non plus sur la largeur. Réglage de l'heure, de la date et du fuseau horaire. C'est toujours important d'avoir un appareil photo qui est bien réglé dans ses paramètres, parce qu'après pour une recherche de photos, une comparaison avec d'autres images qui ont été prises, c'est plus facile pour s'y retrouver. Encore des réglages sur la langue, sur le système vidéo, PAL ou SECAM, la taille du texte affiché sur les écrans et le guide mode qui vous permet d'avoir une aide quand vous êtes dans certains menus. Les différents bips, les bruits d'obturateur, le volume de ces différents bips et bruits d'obturateur également. Bon, tout ça rend la prise de vue un peu moins discrète et des fois ça peut être très désagréable. Ensuite, la gestion de la sortie son et les modes économie d'énergie. Donc on baisse l'intensité de l'écran à 10 secondes, on peut éteindre l'écran en choisissant par exemple 3 minutes, on peut arrêter l'appareil photo automatiquement au bout de 30 secondes. Voilà, tout ce qui va vous permettre d'économiser de la batterie et d'être beaucoup plus discret. Tout ce qui concerne réglage écran et viseur, vous pouvez travailler uniquement avec l'écran ou basculer automatiquement l'écran viseur, modifier la luminosité de l'écran, la luminosité du viseur. Alors attention, parce que quand on règle ça en intérieur ou en extérieur, on n'a pas la même perception. Donc sur une image, il vaut mieux toujours regarder la courbe de la photo réalisée plutôt que de se fier au réglage de l'écran et du viseur. Réglage de la sensibilité de l'écran tactile, vous pouvez aussi le désactiver si vous n'aimez pas ce principe de fonctionnement. Verrouillage multifonction, vous pouvez choisir ce qui va être verrouillé ou non une fois que vous avez activé la touche de verrouillage. Donc il suffit de cocher ou décocher, et à ce moment-là, quand c'est coché, ça veut dire que quand vous verrouillez, vous ne pouvez plus accéder à certaines de ces fonctions par rotation ou par le pad, etc. Activation ou neutralisation du bouton de passage autofocus automatique et autofocus manuel qui se trouve sur la face avant de l'appareil photo. Quand le R7 est hors tension, vous avez la possibilité de protéger le capteur avec la fermeture de l'obturateur ou laisser l'obturateur ouvert et rendre le capteur visible. Attention, le capteur est un organe extrêmement fragile, donc vaut mieux le laisser se protéger, surtout ne jamais le toucher, ni avec les doigts, ni avec des cotons ou des petites lingettes. Et si vous avez des taches sur ce capteur, faites plutôt un appel à un spécialiste pour régler le problème, parce que si le capteur est rayé, c'est l'échange de celui-ci. Et si le nettoyage du capteur se fait par vibration, pour but de décrocher les éventuelles poussières qui auraient pu venir se coller dessus au moment où vous changez d'optique. Mais l'idéal, c'est de laisser cette fonction activée et de préférence quand on arrête l'appareil photo. Et puis si vraiment quelques poussières restent, vous pouvez forcer le nettoyage, mais surtout, je me répète, ne jamais intervenir directement sur le capteur. Quand vous connectez votre appareil photo en USB directement sur un ordinateur ou une tablette, grâce à certaines applications, vous allez pouvoir photographier en pilotant l'appareil photo depuis cette application.
Donc voir le cadrage que vous êtes en train de réaliser sur l'écran, la luminosité, faire les réglages et vérifier tout de suite après la prise de vue ce que ça donne. Sur la molette des modes, sur le dessus de l'appareil photo, vous avez les positions C1, C2, C3. Donc quand vous faites enregistrer les réglages, par exemple après tout ce qu'on vient de faire, vous pouvez mémoriser tous ces réglages par exemple en C1, vous pouvez réinitialiser tous les réglages ou mettre à jour automatiquement, ça veut dire que si vous êtes en C1 et que vous changez un paramètre, il va être enregistré automatiquement en C1. Donc fonction très pratique, vous allez pouvoir paramétrer autofocus, ISO, les modes de prise de vue, les rendus d'image, etc. et sauvegarder tout ça dans un des trois paramètres C1, C2, C3 et avoir quelque chose qui correspond immédiatement sans avoir à chercher dans les menus aux réglages dont vous avez besoin pour un certain type de photographie. Ici vous allez vérifier la charge de la batterie, le nombre de photos réalisées avec cette batterie et son état général. À savoir que les batteries sur ce modèle peuvent se recharger directement sur l'appareil. Ensuite, vous allez pouvoir créer un copyright spécifique qui sera tagué sur toutes vos images. Là, c'est les normes habituelles de certification et la mise à jour de vos micro-logiciels, aussi bien pour l'appareil photo que pour l'objectif. Et là, il est conseillé de regarder régulièrement s'il y a des mises à jour éditées par Canon. Ça peut influencer la performance de l'optique et la performance de l'appareil photo, avec en plus des fois des fonctions supplémentaires. Les paliers peuvent aller par tiers d'IL ou demi-IL. Incrément de sensibilité ISO, c'est pareil, vous pouvez changer les ISO par tiers d'IL ou par IL entier. Là, quand vous avez fait une mesure en ISO auto, vous pouvez très bien, en fonction de l'option choisie, garder cette valeur d'ISO automatique pour la photo suivante ou réinitialiser. Vous remettez le bracketing à 0 quand vous l'avez réalisé, donc ça c'est important de le faire, parce que sans ça vous allez avoir des photos avec un décalage d'exposition. Vous pouvez aller de sous-exposé à surexposé, d'exposé normal et tout surexposé. Le nombre de vues que vous allez pouvoir bracketer, surtout aller toujours jusqu'au bout de votre nombre de vues, sans ça vous allez avoir un problème de surex ou sous-ex sur les autres photos. Et décalage de sécurité, c'est quand les paramètres que vous avez choisis ne permettent pas de faire de la photo. À ce moment-là, l'appareil photo peut décider tout seul d'augmenter les ISO, la vitesse d'obturation ou l'ouverture. Quand vous travaillez en mode manuel et que par exemple vous changez d'optique et que vous voulez garder la même exposition, vous pouvez demander à l'appareil photo de faire des variations ou sur la sensibilité ou sur l'ouverture de façon à ce que ça soit constant malgré l'adaptateur, le multiplicateur de focale ou une focale plus longue ou plus courte. Vous avez la possibilité de bloquer la mesure de l'exposition en même temps que la mise au point dans les différents modes de mesure de lumière. Donc par exemple ici en mesure évaluative, vous appuyez sur le déclencheur, la mise au point va se faire et en même temps mémoriser l'exposition. Là vous avez la possibilité d'encadrer les vitesses d'obturation, que ce soit en obturateur mécanique ou premier rideau, donc limiter la vitesse maximum et la vitesse minimum d'obturation, et de la même façon sur l'obturateur électronique vous pouvez encadrer les vitesses à utiliser. De la même façon vous allez pouvoir encadrer les ouvertures que vous voulez utiliser, donc ne pas descendre en dessous de 2 par exemple et ne pas aller au-delà de f11 ou f16 en fonction des optiques que vous mettez dessus. Vous pouvez modifier le sens de rotation des molettes ainsi que celle de la bague de l'objectif sur les objectifs récents. Vous pouvez inverser les fonctions des molettes avant-arrière, personnaliser les touches, donc attribuer des nouvelles fonctions aux touches de fonction qui sont toutes paramétrables. Et vous voyez, vous avez une liste très très longue, donc vous pouvez vraiment
adapter votre appareil photo à votre façon de photographier. Pareil pour les molettes, vous pouvez changer les fonctions de chacune des molettes ou désactiver des molettes. De la même façon pour la bague de l'objectif. Là aussi, énormément de fonctions disponibles. Et enfin, vous pouvez réinitialiser les réglages, ajouter des infos de recadrage, compression audio, donc ça pour la vidéo. Vous pouvez sélectionner le type d'action quand vous allez effacer les photos, si vous effacez uniquement les RAW, si vous effacez les RAW et les JPEG, si vous avez confirmation de l'effacement. Déclencher l'obturateur sans objectif, c'est quand vous avez des objectifs qui ne sont pas forcément automatisés. Si vous êtes dans l'incapacité de déclencher, c'est souvent parce que l'objectif n'est pas reconnu par l'appareil. À ce moment-là, vous l'autorisez à déclencher sans objectif et là, vous pourrez prendre une photo. Si vous avez un objectif qui se rétracte, vous pouvez aussi paramétrer pour que votre appareil photo s'arrête quand vous rétractez l'objectif ou reste sous tension même quand vous le rétractez. Vous remettez l'appareil photo comme si vous n'aviez changé aucune fonction par rapport aux fonctions d'origine. Menu tout particulièrement intéressant, vous allez pouvoir importer certains onglets dans les menus précédents et les regrouper au même endroit et créer vos propres menus. Donc quand vous allez aller appuyer sur le bouton menu, vous pourrez accéder directement à ces enregistrements et gagner beaucoup de temps quand vous allez faire des réglages. Surtout si vous avez mis des fonctions que vous n'utilisez pas fréquemment. À ce moment-là, vous allez les importer, pouvoir créer des onglets spécifiques dans My Menu, renommer tout ce qui est menu personnalisé, effacer ces onglets. Vous allez vraiment pouvoir adapter ce menu personnalisé à votre façon de travailler. Et savoir que toutes les options des menus, que ce soit sur l'autofocus, sur le réglage de l'appareil, etc., peuvent venir se mettre dans cette partie-là. Donc, au lieu d'aller faire défiler les onglets 1, 2, 3, 4, 5, et après sur une liste horizontale, vous pouvez mettre les menus, les réglages spécifiques que vous êtes habitué à utiliser dans ces onglets et gagner comme ça vraiment beaucoup de temps et quelque chose de très pratique. En plus, vous pouvez réinitialiser, réadapter, réorganiser comme vous voulez. Hein. Si la première configuration que vous avez faite ne vous convient pas, vous pouvez enlever des paramètres et venir les mettre dans un autre onglet de façon vraiment à devenir très efficace au moment des réglages de votre appareil. Voilà, cette deuxième partie sur les réglages du R7, le menu de réglage du R7 se termine. Si jamais vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt, merci.